Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Week-end de Derby of England, Manchester United reçoit Liverpool lors de cette 35e journée. On parle aussi de Tottenham, de Forest et de Brighton dans la preview. Il avait tout prédit sur la fin de saison de Première Ligue, sauf peut-être le fait que Michael Jackson deviendrait l'entraîneur de Burnley. C'est Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Orange Sport et ici Savoie. Salut Valentin. Salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Ouais, bah celle-ci, elle était quand même difficilement prévisible, quoi. Ouais, effectivement. J'ai envie de vous dire, j'ai vu les la sortie du film de Michael Jackson avec les lunettes et l'uniforme de Burnley. J'étais, ah oui, ok. C'est fantastique. Ouais, j'étais pas prêt. Ouais, et effectivement, en plus, le fait que ce soit le contexte de la sortie du film autour de Michael Jackson, tout est parfait. Tout est parfait, là. La vanne est parfaite. Ce sera parfait si la musique de rentrée des joueurs du prochain match de Burnley, c'est une musique de Michael Jackson. On l'espère. Vu la saison, ça pourrait être on thriller. peut dire quand même que l'entraîneur de Burnley est top 2, et l'artiste le top 2 écouté le plus écouté au monde, quoi. C'est quand même fou. C'est un peu laborieux là, mais voilà. Allez, on va vite passer à autre chose parce que là, faut qu'on te laisse repartir dormir, c'est vendredi matin. On laisse la musique aux autres, on revient sur le foot. Ah non, pas faux. Avec nous également. Non, faut être honnête. Avec nous également, il hésite à devenir fan de Tottenham depuis qu'il a vu la collaboration commerciale entre les Spurs et Peppa Pig. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Valentin. Ouais, super collab. Alors, en vrai, pour les enfants, bonne idée, mais le contexte, c'est pas terrible. Je pense que les fans l'ont un peu mal pris. Oui, je sais pas si vous avez vu passer c'est ce merch en collaboration entre Tottenham et Peppa Pig. Sachez d'ailleurs qu'il existe aussi avec West Ham. J'ai vu qu'il y avait une collaboration aussi avec West Ham. Ah, voilà, il y a une corrélation avec la zone rouge, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être que si on voit Leeds faire une collaboration, c'est... Oula, on s'inquiétera. C'est chaud, ouais, c'est chaud pour les Peacocks. Ouais. Bon, voilà, retour au sérieux maintenant qu'on a bien rigolé avec cette preview de la 35e journée de Première Ligue. Il va s'en passer des choses ce week-end, ça va encore bouger en haut comme en bas du classement. On va commencer avec forcément l'une des affiches les plus prestigieuses de la Première Ligue moderne, et même pas que moderne, de la Première Ligue en général. Ce Manchester United-Liverpool, ce sera dimanche à 16h30. Valentin, ce sont deux équipes qui ont connu une période quand même difficile cette saison, parfois longue, et qui là s'affrontent on en a discuté un petit peu, presque un match de gala, parce que la place en Ligue des Champions des deux est pas encore assurée, mais on en est vraiment pas loin, à quasiment assuré. C'est ça, c'est des trajectoires en fait plutôt similaires pour les deux. Alors bien sûr il y a des différences, mais voilà, deux équipes qui étaient en difficulté en milieu d'année. Manchester United qui a changé d'entraîneur, Liverpool, ça aurait pu être le cas, finalement ils ont continué avec Arne Slot. Et au final, deux équipes qui se retrouvent en fin de saison avec une très bonne dynamique. Ça tourne très bien collectivement, ça enchaîne les bons résultats. Donc, effectivement, c'est deux équipes qu'on n'aurait pas mis au mois de janvier, au mois de décembre, on les aurait pas mis à ce niveau-là. Et pourtant, ils sont présents, ils jouent le podium là actuellement, derrière Arsenal et Manchester City. Il y a Aston Villa qui est aussi dans le coup, mais qui a un peu plus de mal. Et Liverpool et United, très clairement, se disputent la place de 3e en Première Ligue. Donc, honnêtement, ça va être plutôt intéressant. C'est un beau match. Vraiment, je pense qu'on va avoir du beau jeu. Et deux équipes qui sont assurées d'être quasiment assurées, comme tu l'as dit, d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, ça va être intéressant aussi de voir ce qu'ils vont proposer au niveau du jeu. En tout cas, ce qu'ils vont pouvoir construire aussi en vue de la saison prochaine. Mais c'est deux équipes qui finissent fort et qu'on risque de retrouver aussi, on va pas s'avancer, mais parce qu'on a bien vu pour ces deux équipes que ça pouvait aller très vite, mais on risque de les retrouver quand même en haut de la Première Ligue la saison prochaine aussi, sauf grande surprise. Alors on le rappelle, pour l'instant, le top 5 est directement qualificatif pour la Ligue des Champions. Manchester United a 11 points d'avance sur le 6e. Donc a priori, en étant 3e, là, ça devrait le faire. Liverpool a 8 points d'avance sur le 6e. Donc pareil, là, on est bon. 4e, les Reds, avant ce match d'ailleurs, qui sont repassés devant Aston Villa au classement.
Et là, c'est l'occasion de repasser devant United. En cas de victoire pour Liverpool, ce serait quand même fou de les retrouver à la 3e place de ce classement. Après tous les remous qu'il y a eu cette saison, ce serait fou de les voir. Mais en même temps, ce serait fou aussi de voir Manchester United terminer 3e, hein, vous me direz. Oui, en fait, c'est ça. Les deux premiers, Arsenal ou City, sont tellement au-dessus du lot qu'en fait, derrière, c'est quand même. Enfin, même en ayant des gros trous d'air dans la saison, ils arrivent quand même à être 3e. Donc, bon, ça veut aussi dire que derrière les deux monstres, le niveau n'était pas hyper élevé, on va dire, toute cette saison quand même. On en reparlera d'ailleurs, je pense, à la fin de cette saison, messieurs, de ce championnat de Première Ligue qui a quand même été largement critiqué pour en tout cas notamment les affrontements entre gros. On va voir ça encore ce week-end entre Man United et Liverpool, mais voilà, on dit que le championnat de Première Ligue a perdu un peu de sa superbe. En tout cas, même sur le plan européen, où on voit que les équipes d'Angleterre ne dominent plus, si ce n'est qu'il y a quand même Arsenal toujours en lice en demi-finale de la Ligue des Champions, qui pour l'instant qui a pris en tout cas une plutôt bonne option après le match aller en ayant fait match nul sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Donc bon, il y a aussi normalement, on aura une équipe d'Angleterre en finale de l'Europa League et Crystal Palace est également bien parti pour aller en finale de l'Europa Conference. Le triplé est encore possible pour les équipes d'Angleterre. Donc on reparlera de tout ça aussi, de cette saison de Première Ligue, parce que je pense que c'est intéressant de voir à quel point le championnat anglais a été critiqué, mais mine de rien est encore dominant. Peut-être moins qu'avant, c'est ça aussi. Hugo, pour revenir à ce match, on a parlé des recrues côté Liverpool, on en a parlé notamment dans le débrief du week-end dernier. C'est le moment, tu nous dis, pour l'une d'entre elles particulièrement, de prendre la lumière ce week-end. Ouais, en tout cas, ce serait un bon moment. C'est pour Alexander Isak. Arrivé, voilà, c'était le feuilleton de la fin de mercato à l'été dernier. Arrivé un peu sur le fil à Liverpool depuis Newcastle. Je pars pas, je reste. Voilà, on savait pas trop et finalement, ça s'est fait, ce départ pour Liverpool. Et je pense que beaucoup de clubs s'en sont mordus les doigts de pas avoir attendu parce que beaucoup de clubs s'étaient renseignés auprès de Newcastle. On avait dit il est pas à vendre, ils sont allés voir autre part et puis finalement il est parti à Liverpool. Mais il y a eu ce début de saison très compliqué où il n'a pas su s'affirmer. Puis il y a eu ce match face à Tottenham où il marque. Ça aurait pu être ça aurait pu être un début de série pour lui, mais il se fait méchamment faucher en marquant. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais vu que c'était un sujet qui avait été lancé est-ce qu'il faudrait siffler les fautes même s'il y a but? Enfin, est-ce que par exemple le joueur de Tottenham aurait dû être sanctionné à l'époque parce qu'il s'est méchamment fauché et c'est une fracture du tibia, il me semble. Oui. Donc pour Alexander Isak, donc ça a quand même mis un sacré coup d'arrêt à sa saison qui était déjà pas top. Pensait qu'il avait pas eu de préparation avec le groupe, donc c'était compliqué. Là, il se retrouve un peu par la force des choses propulsé numéro 1 de l'attaque par la blessure du Ekitike. Il a montré des belles choses. Enfin, il a montré des belles choses. Ça n'a pas été catastrophique, en tout cas, ses premiers matchs. Il a réussi à marquer face à Crystal Palace. Donc, s'il arrivait à être décisif dans ce derby d'Angleterre, ça serait son premier acte à Liverpool, en tout cas, son premier acte marquant, où on se dirait, ok, là, il commence à marquer, il marque les supporters, il marque de son empreinte le club, et il montre qu'en fait, l'attaquant le génial de Première Ligue qu'il était à Newcastle n'est pas perdu et qu'il est toujours là. Et surtout, c'était un big game player, c'est un joueur de grand match. On se souvient de sa finale de Carabao Cup, enfin. Il adorait ça, il adorait les grosses équipes, donc c'est le genre de match où Alexandre Isak peut, je ne vais pas envie dire se révéler, on connaît son potentiel, mais renaître en tout cas du côté de Liverpool. Oui, tu l'as dit, les circonstances autour de sa saison ne sont pas évidentes entre la blessure, Non, tout ça, non, mais vraiment. rappelons quand même que la saison dernière, en 42 matchs, toutes compétitions confondues avec Newcastle, c'était 27 buts, 6 passes décisives, ce qui est quand même un énorme rendement. Là, en 21 matchs, il a 4 buts et une passe D, toutes compétitions confondues, mais évidemment, c'est pas le même club, c'est une première saison, il y a eu des blessures et il y a de la concurrence. C'est pas les mêmes matchs non plus parce que j'ai regardé, sa moyenne de minutes par match, c'est 50 minutes. Donc c'est quand même beaucoup d'entrées aussi. Donc, et là-dedans, il y a 7 matchs de Ligue des Champions aussi, quoi. Donc sur les 21 matchs, 7 matchs de Ligue des Champions. Quand vous n'êtes pas encore pleinement dans le groupe, quand vous revenez de blessure ou quand. Enfin, je veux dire, c'est pas évident de se mettre au diapason de la meilleure des compétitions
du foot européen et peut-être même dans le monde, quoi. Donc, C'est ça. en tout cas au niveau des clubs. Donc, effectivement, c'est encore difficile de dresser un bilan d'Alexander Isak, même si, au début de saison, on avait vu quand même que c'est plutôt Hugo Ekitike qui avait pris le devant de cette attaque parce que c'est lui qui avait réalisé les meilleures performances. Là, il va avoir peut-être la fin de saison pour se mettre en lumière. Effectivement, ce serait un gros coup ce week-end déjà de marquer et peut-être, comme si tes vœux sont exaucés, un doublé. Ce serait beau. Bon, on n'en est pas encore là. De l'autre côté, il y a un joueur aussi sur lequel tu voulais revenir, Valentin, du côté de Manchester United, parce que on a appris sa prolongation hier, jeudi. C'est Kobe Mainoo qui a connu une saison pareille, pleine de rebondissements. Ouais, prolongation jusqu'en 2031, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Donc effectivement, c'est quand même un gros contrat, mais en même temps, là aussi, c'était mal embarqué en janvier sous les ordres de Ruben Amorim qui le faisait absolument pas jouer. Alors c'était d'ailleurs un des points noirs quand même sous Amorim, la gestion de Kobe Mainoo, alors que honnêtement, il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour voir qu'il est pétri de talent et qu'il peut apporter beaucoup de bien à cette équipe de United. Et il est attaché au club. Au final, voilà, en plus. Donc, c'est vrai que du point de vue des supporters aussi des Red Devils, c'était vraiment dur à avaler. Et c'est aussi ce qui faisait qu'ils en avaient aussi gros envers Amorim. Et puis, forcément, depuis que Michael Carrick est arrivé, tout a changé. Et puis, il est redevenu, j'ai envie de dire, parce qu'on avait vu déjà l'étendue de son talent sur les saisons passées. Mais là, il a vraiment pris de l'épaisseur. Et il apporte vraiment énormément à cette équipe de United. En plus, à côté de Casemiro, même si Casemiro va sans doute partir à la fin de saison, c'est vrai que c'est un duo qui fonctionne quand même très bien. Et Kobe Mainoo qui est très jeune, honnêtement, c'est très bien de le sécuriser pour United parce que ça peut être un des prochains cadres si c'est pas déjà le cas, déjà parce qu'au milieu de terrain maintenant c'est un titulaire indiscutable, il n'y a plus de débat. Mais en tout cas, ça peut devenir vraiment une figure vraiment emblématique de United dans les prochaines saisons. Donc cette prolongation est très importante, effectivement. Et puis il sera à nouveau à suivre forcément contre Liverpool. Et c'est important de garder de la continuité dans ce secteur de jeu quand on sait que Casemiro va quitter Manchester United cet été. C'est aussi important de garder des repères beaucoup plus jeunes. Et tu parlais justement de sa forme du moment. Ces deux derniers matchs de Premier League contre Chelsea et contre Brentford, sans même stater, parce qu'on regarde beaucoup, mais sont des exemples du genre, sont des exemples de ce que doit être un milieu devant la défense, même relayeur. C'est vraiment... il a une polyvalence qui est quand même assez impressionnante, Kobe Mainoo. Et je reparle une nouvelle fois, j'en avais parlé dans le débrief, mais de ce rush là, dans les toutes premières minutes face à Brentford, où on se dit, mais c'est quoi? C'est un milieu défensif? C'est un milieu offensif? C'est un attaquant? C'est un latéral? On sait même pas. Tellement... Non, mais c'est vrai, si tu soulignes un bon point, c'est que au milieu, il peut jouer de partout, j'ai envie de dire. Il peut jouer, oui, comme tu l'as dit, devant la défense, où il a cette vision du jeu, il a une bonne qualité de passe, physiquement, il tire la route. C'est un milieu complet, c'est une aubaine de l'avoir dans son équipe. Je vais faire une comparaison, mais qui n'est pas une comparaison sur... je veux qu'on fasse abstraction du niveau de jeu, je compare pas les niveaux de jeu, je sais même pas s'ils sont équivalents, mais ça me fait penser un petit peu au cas Warren Zaïre-Emery à Paris, c'est-à-dire des milieux qui sont lancés très jeunes dans leur club de cœur, où ils ont été formés, ils ont connu que ce club-là, c'est le club de leur vie, et donc quand ils sont lancés dans un club comme ça, ils sont capables de jouer à tous les postes, tellement ils ont cette envie, tellement ils ont cette volonté de défendre le maillot, ils sont capables de tout donner en défense, d'être missionnés sur des choses, sur des joueurs qui sont quand même parfois les meilleurs de l'équipe adverse pour aller mettre la pression, tout ça. Et je trouve que là-dessus, c'est comparable. Alors, je ne compare pas du tout les niveaux de jeu, la façon de jouer, mais sur l'envie et sur cet attachement au club.
Je retrouve un peu ce même Ouais, cas de parce figure. que même sur l'attachement au club, c'est 2 joueurs qui auraient eu des raisons de claquer la porte, Oui, c'est à un clair. certain moment, et qui l'ont pas fait. Parce que je pense que, tu parles de Warren Zaïre-Emery cet été, je pense qu'il y a plusieurs clubs qui auraient bien aimé le recruter. Il est pas parti. Peut-être à raison, parce qu'on le revoit beaucoup cette saison. En plus, il a bien profité des blessures et pareil pour Kobe Mainoo. Finalement, il aurait pu claquer la porte cet hiver, il aurait pu dire: «J'en ai marre», parce que, Il a le failli, hein. traitement de Ruben le traitement de Ruben Amorim était quand même, enfin, a posteriori, on peut presque dire injuste. Après, on n'est pas dans le Bon, on secret peut des le dire, dieux. hein, quand On ne sait même. pas ce qui s'est passé entre deux, mais en tout cas, en termes de niveau de jeu, il était injustifié. Et, donc, il aurait pu claquer la porte cet hiver. Je pense que si l'agent annonçait que Kobe Mainoo était sur le marché, toute la première ligue se ruait dessus. Donc c'est aussi oui, la fidélité aussi, un facteur important en tout cas pour ces deux joueurs. Ouais, et c'est ce qui a fait, c'est ce qui fait qu'il reperforme au plus haut niveau, Kobe Mainoo. Alors, cette équipe de Manchester United, il y a quand même encore, malgré tout, quelques incertitudes. Notamment parce que, même s'ils sont troisième de Première Ligue, ça pourrait changer encore cet été, notamment au niveau du coaching staff, parce que rappelez-vous, messieurs, quand Michael Carrick est arrivé, à l'origine, c'était pour pour la suite de l'exercice. En fonction de comment ça allait se passer, voilà, on allait le garder jusqu'à la fin de saison, a priori, ou non. Bon, il sera là jusqu'à la fin de saison, là, il y a plus trop de doutes. Mais qu'en est-il de la saison prochaine? Parce que les rumeurs s'intensifient, et notamment une du Télégraphe qui indique que Andoni Iraola est l'un des principaux candidats au poste de coach à Manchester United la saison prochaine, Hugo. Ouais, ce serait une balance entre guillemets entre Michael Carrick et lui-même. Andoni Iraola qui arriverait peut-être avec une entre guillemets plus grosse expérience de la première ligue en tant que coach. Parce que finalement Michael Carrick, si ce n'est ses deux intérims à Man United, c'est plus essentiellement de la Championship avec Middlesbrough notamment. Donc c'est des choses qui sont dans la balance parce que Michael Carrick profite lui de son statut de est-ce qu'on peut dire légende, je sais pas, mais de grand joueur de Manchester United en tout cas, quel joueur de la grande époque de Man United. Il connaît bien le club, il connaît bien les infrastructures et surtout je pense que là il est en très bon terme avec son équipe. On voit que ça se passe bien, on voit qu'il a l'air d'être apprécié par ses joueurs. Ce qui n'avait plus forcément l'air d'être le cas sous Ruben Amorim à la fin en tout cas. Effectivement. Voilà, j'ai un peu l'impression que les joueurs avaient quitté le bateau. Et en face, on a Andoni Iraola qui a fait toutes ses preuves avec Bournemouth. Depuis 2023, ouais. C'est ça, ça commence à faire quelques années où chaque année, Bournemouth nous surprend quand même de manière assez positive, où surtout les équipes se renouvellent bien. Enfin, il n'est pas seul à faire le recrutement, hein. Je pense que le staff de Bournemouth autour de lui est bien constitué, mais en tout cas, chaque année fait de manière intelligente. Et on l'avait évoqué, Manchester United doit se reconstruire quand même un petit peu cet été, parce qu'il y a un 11 de base, mais derrière, ça manque un peu de profondeur. Et est-ce que si en plus il arrive avec quelques joueurs de Bournemouth dans ses valises, je pense à un Alex Scott qui semble avoir un bon profil. Défensivement, quelques joueurs intéressants. Est-ce que c'est trop tôt pour Adrien Truffert? Je sais pas, mais sur ce côté gauche, Luke Shaw fait quand même, ça sera quand même souvent des problèmes de blessure. Enfin, il y a quelques joueurs intéressants et les juniors Croupi qu'on annonce sur le départ. Ils ont Ben déjà là, il y aura beaucoup de la concurrence. d'attaquants, ouais. J'allais dire, de un, il y a beaucoup d'attaquants et de deux, là, il y aura de la concurrence pour l'attirer du côté de Manchester. Donc, donc voilà, fatalement ça apporte quelque chose et là il va falloir savoir est-ce qu'on continue comme on fait parce que finalement ça marche bien ou est-ce qu'on recommence un projet à zéro en se disant cette saison-ci on s'est débrouillé comme on pouvait mais là on remet tout à plat. Sachant que généralement ces dernières années quand Manu remettait tout à plat ça se passait pas forcément bien. C'est Enfin le on moins a qu'on eu des puisse dire. c'est ça, mais et d'un autre côté, les intérims prolongés, je pense à Solskjaer, ont pas toujours bien terminé non plus. Donc c'est un dilemme assez compliqué là, je pense pour les dirigeants de Man U. Mais voilà, ils vont devoir le faire. Dilemme qui se pose de l'autre côté aussi, hein, je pense avec Arne Slot en face à Liverpool. Garder Arne Slot, on a eu la rumeur Xabi Alonso, fatalement ancien du club, limogé par le Real Madrid, qui en plus, comme il était limogé tôt, n'a eu qu'un an entre guillemets d'indemnité de contrat, donc il va quand même falloir retrouver du travail, même si je m'inquiète pas pour lui. Je suis vu la rumeur Fernando Torres, actuellement entraîneur Sympa. de l'Atlético Madrilena, donc la réserve de l'Atlético de Madrid. Aussi, ancienne légende du club, donc qui apparemment intéresse et qui apparemment fait du bon travail avec la réserve de l'Atlético. Donc on va avoir le même dilemme. Est-ce que finalement on continue? Parce que finalement, cette saison, il l'a quand même sauvé, Arne Slot, alors que c'était quand même bien mal embarqué à un moment. Et on rappelle quand même qu'il a été champion la saison dernière.
ou est-ce on dit c'était bien ces 2 saisons, mais finalement on va passer sur autre chose. Donc c'est 2 clubs qu'il va falloir surveiller cet été, autant sur le marché des joueurs que sur celui des entraîneurs. Tiens, sur Bournemouth, quand même, on peut noter, parce que Bournemouth avait connu sa première saison en première ligue, et même au plus haut niveau du foot anglais, hein, même avant 92, en 2015-2016. Leur meilleur résultat, c'était 9e. Entre-temps, ils sont redescendus en Championship. Et depuis qu'Andoni Iraola est arrivé, donc la saison avant qu'il arrive, donc ils viennent d'être C'était ils sont Howe, il me promus. semblait. Ouais, et il termine 15e, effectivement, sous Scott Parker, pardon, et Gary O'Neill. Ah non, Eddie Howe, c'était celui encore avant, je pense. Ouais, c'était la première montée, en première ligue. ouais. Et la première montée, effectivement. Et quand ils redescendent en Championship, ils remontent avec donc le fameux Scott Parker, dont on a Qui place à Michael Jackson. voilà, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, et avec Gary O'Neill, qui sauve Bournemouth, mais de justesse, ric-rac à la 15e place. Et depuis l'arrivée d'Andoni Iraola, c'est quand même 12e place, 9e place, donc meilleur classement en Première Ligue. Et cette saison, eh bien, Bournemouth est encore dans la course à l'Europe et 7e. Donc peut réaliser une saison historique, d'où la montée progressive, hein, vraiment qui pourrait aussi tenter les dirigeants de Manchester United à se dire, bon, maintenant il est temps de lui confier les clés d'un gros club. Après, bon, on en a déjà discuté, mais je ne suis pas convaincu que se séparer de Michael Carrick soit une super option. J'aime bien quand il y a cet attachement au club. Je sais que Valentin, tu n'es pas d'accord. Je sais qu'Hugo, tu vas me dire ouais, mais Iraola a plus prouvé. Ah, je suis un peu ambivalent sur cette question. Le cul entre deux chaises, mais vas-y, ouais, j'allais pas le dire. Allez, on est là, fais-toi plaisir. On est entre nous. Bah, moi, je pense qu'il faudrait. Alors, en fait, le truc aussi, c'est que si vous ne prenez pas Iraola cet été, vous passez vous ratez le coche entre guillemets. Vous pouvez pas le récupérer, voilà, en cours de saison prochaine, a priori. Je le vois pas. Bournemouth, il y en a d'autres, des entraîneurs. Oui, mais il faut pas se retrouver dans une spirale comme avec Amorim. Là, ça tourne tellement bien en ce moment que ce serait bête de pour gâcher à nouveau, quoi. Bon, on n'en est pas encore là. On verra aussi comment ça évolue, comment sera cette fin de saison. Et puis l'avenir de Michael Carrick au club dans les prochaines semaines. On va continuer à parler de cette course au podium avec Aston Villa notamment qui affronte Tottenham ce week-end. Ce sera dimanche à 20h. C'est un match encore peut-être plus important même plus important pour Tottenham que pour Aston Villa. On va quand même parler de Villa rapidement, messieurs, d'abord avec toi Valentin. Aston Villa a perdu sa demi-finale aller de Ligue Europa contre Nottingham Forest, 1-0 à Nottingham Forest. La dynamique des Villans sur cette fin de saison, alors pareil, ils ont 8 points d'avance sur le 6e, donc la place en Ligue des Champions est quasiment assurée, ce qui était déjà un énorme objectif, d'autant qu'ils sont encore en course en Ligue Europa. Mais la dynamique pour la fin de saison des Villans, c'est un peu en dents de scie finalement. Oui, finalement, bon, on pourrait pas dire qu'ils peuvent tout gâcher, parce que comme tu l'as dit, je pense qu'en Ligue des Champions, ils ont quand même un petit matelas pour la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que bon, depuis quelques temps, c'est quand même moins bon. Il y avait peut-être un petit peu de mieux. Voilà, et puis le dernier match qui gagne quand même haut la main avec but de Watkins, de Morgan Rogers. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est pas le rouleau compresseur qu'il pouvait y avoir à l'automne, où c'était vraiment très, très, très fort. Là, c'est vrai que ça s'essouffle un petit peu. À l'image de cette demi-finale, comme tu l'as dit, on en parlera un peu plus après pour Nottingham, mais c'est vrai que perdre 1-0 quand même du côté de Nottingham, ça reste une défaite qui est une contre-performance, qui fait un petit peu tâche, même si il reste le match. Après, il reste le match retour, bien évidemment, mais on sent en tout cas que si Aston Villa ne parvenait pas à gagner cette Europa League, et au final, bon, on finit 5e, assez loin de Liverpool et de Manchester United, on pourrait quand même parler d'une fin de saison qui est quand même décevante, parce qu'on pouvait s'attendre à mieux. Je les voyais plus haut, hein, je les voyais sur le podium, donc oui, honnêtement, voilà, c'est pas la grande forme du côté des Villans. Après, voilà, il reste 4 matchs. Donc, ils vont devoir se réveiller. Ils vont devoir gagner leur demi-finale en Europa League
ouais, je dirais pas sauver la fin de saison, mais pour rester sur une note positive, on va dire. Elle est assez étrange aussi cette saison d'Aston Villa parce qu'on parlait justement de Man United et Liverpool qui avaient eu des trous d'air et qui étaient finalement en 3 et 4e. Aston Villa a commencé la saison exécrable le début de saison. C'était nul, on va pas dire autre chose. Il y avait une série de, je sais plus, Les 5 6 ou premiers 7 matchs, matchs oui, sans victoire. Ouais. c'est assez catastrophique. On s'est dit, on s'est un peu inquiété pour Aston Villa tout début de saison. Et d'un coup, Tout début, ouais, tout début d'année aussi, je dirais. ouais, mais On a eu surtout, deux périodes d'inquiétude. les 6 premiers matchs, il n'y a pas une victoire, dont les 5 premiers matchs de Première Ligue. On se dit, waouh, c'est pas le Aston Villa qu'on nous a vendu. Et au final, ils sont repartis d'un coup tellement fort qu'on s'est dit, tiens, et si ça allait jouer le podium. Et là, on sait plus trop où les situer. Juste derrière le podium, au niveau du podium. En tout cas, effectivement, comme tu le disais, Valentin, quand même, je pense qu'une qualification en Ligue des Champions, ce serait plus qu'une réussite à terme sur la saison. Mais ça laisserait. Ça laisserait un petit goût amer quand même. Bah ouais, un petit goût d'inachevé, ouais, peut-être. À la fois peut-être sur l'Europa League, s'ils ne vont pas au bout. Et puis sur le championnat où on s'est dit qu'il y avait autre chose à jouer dans ce milieu de tableau là si compact et ce groupe qui a mis si longtemps à se dessiner au-dessus des autres pour la course à la Ligue des Champions. Il y avait peut-être mieux à faire, mais bon, c'est le meilleur championnat du monde, c'est relevé chaque week-end. Est-ce qu'on peut en vouloir à Aston Villa d'être 5e aujourd'hui de Première Ligue? Ça, c'est toujours compliqué de dire oui. Bon. Voilà pour les Villans. La situation n'est pas alarmante, loin de là pour les Villans. Alors que pour Tottenham, elle l'est plus que jamais. Hugo, il n'y a qu'une seule fois cette saison où Tottenham a enchaîné 2 victoires consécutives en Première Ligue. C'était la première journée et la deuxième journée, contre Burnley et à Manchester City en plus. Tottenham a gagné son dernier match de Première Ligue, déjà c'était un exploit, c'est le premier de 2026. Est-ce qu'ils vont pouvoir refaire une série de 2 matchs de suite? Bonne question. C'est vrai que tu parles de ce début de saison qui avait très bien commencé pour Tottenham. Parce que j'ai revu un screenshot passé du début de saison stratosphérique de Liverpool où ils avaient fait 15 points 15 sur 15. points. Et je vois Tottenham 3e derrière Arsenal. Je me dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Comme souvent, problème de blessure un peu de côté de Tottenham et tout ça, qui les gangrène encore. On a parlé dans le dernier débrief là, avec Xavi Simons et Dominique Solanke. Mais est-ce que cette victoire, alors pas très belle, mais qui est quand même une victoire face à Wolverhampton, il y a eu ce match nul avant qui était quand même un peu plus encourageant. Donc, est-ce que De Zerbi va réussir à enclencher une dynamique, justement, créer une dynamique, ce qu'il n'y a jamais eu cette saison Tottenham finalement, créer une dynamique autour de cette équipe et les sortir de cette zone rouge parce que on l'a dit le week-end dernier à la victoire, mais j'ai envie de dire, elle les a plus sauvés que. Enfin, elle les a pas sauvés, et c'était plus heureusement qu'il y ait eu cette victoire, parce que sinon ce serait vraiment la catastrophe, parce que tous les adversaires directs ont gagné. Donc là, il va falloir aller chercher une nouvelle fois un bon résultat, et surtout espérer des faux pas en face, parce que pour l'instant, ça n'arrive pas. On va parler d'autres équipes plus tard, notamment de Nottingham qui est en pleine bourre, mais même, je pense que leur adversaire principal, ce sera West Brom. Malheureusement, ils peuvent pas regarder beaucoup plus haut, en tout cas pour l'instant. Et West Brom, West Ham, pardon. Oui, mais j'avais même pas réagi, tu vois. Même pas, voilà. Donc West Ham qui se déplace à Brentford, mais il va falloir quand même. Ils sont toujours derrière, c'est toujours le chasseur. Et le problème de la position du chasseur, c'est que si devant, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, bah on reste chasseur à jamais. Mais Et ça là, va il reste commencer plus beaucoup de par. temps, quoi, pour être Ouais, c'est ça le problème. Mais ça va commencer par une victoire qui sera importante, la contre Villa. Mais attention quand même, parce que, alors on l'a dit, c'est pas terrible la Villa ces dernières semaines, mais ça reste une. Mais attention, parce que parfois les bêtes blessées peuvent être plus dangereuses que les équipes en forme. Effectivement. Et un bon point pour Tottenham, mine de rien, c'est que Tottenham est catastrophique à domicile, on va le dire. C'est la pire équipe, enfin la deuxième pire équipe de Première Ligue. Ça se joue à un but de différence avec Burnley. Sinon, c'était la pire équipe de Première Ligue à domicile, pour vous dire à quel point c'est catastrophique. Par contre, à l'extérieur, voilà, Tottenham voyage bien. 7ème meilleure équipe de Première Ligue à l'extérieur. Enfin, voyage bien. Voyage mieux que le jeu à domicile. Et là, ça fait 2 déplacements de suite. C'est peut-être aussi ça pour retrouver un petit peu d'allant. Aston Villa,
À domicile, c'est solide, c'est très solide. Mais c'est le moment peut-être d'emballer aussi le tout, quoi. Hein, de toute façon, c'est maintenant ou jamais pour Tottenham. Il va falloir emballer les derniers matchs. Il n'y a pas de secret. Avec quel effectif, ça, c'est encore, c'est encore la grosse question. On va en parler dans quelques instants. Ouais. Mais il va falloir se mettre en route. Parce que, Valentin, là, même l'animation offensive, surtout, là, ce week-end de Tottenham, on a essayé de regarder un petit peu les compositions, les compositions probables, ce que nous, on imaginait aussi du côté des Spurs. C'est même assez difficile de comprendre comment sera agencée cette attaque, avec toutes les blessures, avec toutes les absences. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer devant, quoi. Oui, surtout depuis la blessure, on le rappelle, de Xavi Simons, c'est un énorme coup dur pour Tottenham, qui était l'homme quand même indéboulonnable en cette fin de saison, en tout cas qu'on voyait forcément débuter les matchs et c'était lui le créateur Et même devant. Dominique Solanke. Oui, aussi, ouais. Et ouais, là c'est compliqué. Richarlison est vraiment pas inspiré en plus contre Aston Villa en 9 matchs, je crois, qu'il a disputé contre les Villans. Il a qu'une passe décisive, donc il serait temps quand même qu'il augmente un petit peu ses stats. En tout cas, 0 but en 543 minutes. Ouais, voilà. Donc c'est quand même très faible pour un attaquant de sa trempe quand même. Normalement, il faut qu'il marque. Il est attendu. Surtout quand on joue maintien, vous avez besoin d'un attaquant quand même qui soit létal. Qui rapporte des points. Et puis derrière, Richarlison, qui est-ce qu'on met? Est-ce qu'il y a du Colomwani, il y a du Matistel, au milieu de terrain, c'est très brouillon parce que il y a pas de joueur qui émerge vraiment. Et puis c'est surtout aussi un milieu de terrain quand même qui est plutôt à l'accent défensif plus qu'offensif. Sauf que il va falloir quand même marquer des buts, encore plus si vos attaquants sont pas en confiance. Matistel semble un petit peu boudé par De Zerbi. Bon, il y a pas de, c'est pas un scandale parce que Matistel, il n'est pas non plus aérien, j'allais dire, ou il n'est pas incroyable cette saison. Mais honnêtement, là, à l'image de l'équipe, voilà, il y a rien d'anormal, mais c'est très compliqué là de se dire quelle est la compo de Tottenham. On a l'impression qu'on peut mettre à chaque fois des joueurs différents. Il y a une compo qui pourrait sortir et ce sera peut-être la compo que De Zerbi va aligner. Donc honnêtement, ça va être intéressant de voir ça, même si c'est pas, honnêtement, c'est quand même pas le top quand vous jouez le maintien, que vous avez besoin d'un collectif qui tourne bien, d'avoir des automatismes. Quand vous avez une composition qui peut complètement changer de A à Z d'un match à l'autre, pour De Zerbi de ne pas avoir de 11 types, c'est quand même un gros point noir. Ah ouais. Donc là, j'ai envie de vous dire, faudra attendre 30 minutes avant le match pour savoir quelle sera l'équipe de Tottenham, parce qu'avant, c'est quasiment impossible. Et on parle même éventuellement de James Maddison, qui pourrait faire son retour, qui n'a joué aucune minute, 0 minute de jeu, parce qu'il était gravement blessé au genou cette saison. Il s'était blessé en fin de saison de Première Ligue. Donc, aucune minute cette saison. Et on pourrait même déjà le voir peut-être débuter, ou en tout cas entrer en jeu dans un match ultra important et de haute intensité face à Aston Villa. Alors, on a perdu la caméra de Valentin, mais on l'a toujours par la voix. Désolé pour ceux qui regardent le podcast vidéo et qui ne pourront pas profiter de la bouille de notre Valentin Valet National. Mais on va entendre sa jolie voix tout de même. C'est Mohamed Eni qui m'a cassé ma caméra, c'est terrible. Mais il m'a pas cassé mon micro. Voilà, il m'enlèvera pas ma parole. Ah, ça c'est beau. De toute façon, voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, il n'y a pas de différence. Et pour ceux qui nous regardent, imaginez Valentin Valet devant son ordinateur. Hugo, sur Tottenham, un dernier point peut-être dont tu voulais nous parler? Ouais, on voit que c'est un peu le problème dans l'animation offensive. Tu as parlé de James Maddison qui a 0 minutes. Pour l'instant, qui pourrait être aligné d'entrée de match. Est-ce qu'il a 90 minutes dans les jambes? Sûrement pas. Même certaines sources qui évoquent Yves Bissouma quand même en numéro 10. C'est pas vraiment son poste. C'est quand même plutôt un profil défensif.
Voilà, presque à se demander si, je sais pas, est-ce que Mickey Van de Ven pourrait jouer mi-offensif avec sa rapidité? Non, voilà, je sais pas, mais Alors là, c'est dommage avec un effectif de cette taille de se retrouver à bricoler, et encore plus quand vous êtes en opération maintien, et comme je l'évoquais, qu'en plus vous êtes le chasseur, c'est-à-dire que c'est même pas vous devez assurer des matchs nuls, non, faut aller gagner. Donc là, ça s'annonce compliqué. Une des compos potentielles qu'on a vues, ce serait du coup tellement Richarlison en pointe, il y a entre guillemets plus que lui, avec derrière Bergval, Bissouma, Colomwani. Je suis pas ouais. particulièrement convaincu par ce trio. Gallagher en 10, mais... C'est ça, et si on met Gallagher en 10, peut-être c'est plus sympa, ou si on met Bergval dans l'axe avec Matistel à gauche, pourquoi pas non plus. Mais dans tous les cas, ça s'annonce compliqué dans l'animation offensive. Ouais. C'est vrai que la seule peut-être certitude et quand même point positif pour Tottenham, c'est peut-être bien Gallagher. Donc j'ai envie de dire, bon, de ce côté-là, on sait qu'il sera sur la pelouse. Après, où il peut jouer les pompiers de service, quoi. Ouais, mais pareil, il va falloir marquer la buts récupération. Oui, mais voilà. Je trouve important. C'est ça le problème, c'est qu'il est important à son poste un peu plus bas. Donc, est-ce que ça déséquilibrerait pas l'équipe de le monter plus haut? Je sais pas. Puis il va falloir marquer des buts. Enfin, être quand même. À un moment, il va falloir stater quand même, j'ai envie de dire. Enfin, au moins marquer, quoi. Et est-ce que. Ouais, après c'est pas... Oui, Valentin. C'est pas tellement son profil, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas lui en vouloir à lui de combler les manques de ses coéquipiers alors que c'est pas son profil. Donc, ouais, l'incertitude plane pour l'instant sur ce 11 de Tottenham et sur la fin de saison, l'infirmerie qui se fournit à nouveau, enfin qui se remplit à nouveau. C'est pas gagné pour les Spurs, c'est même plutôt mal embarqué. On va suivre ça de près. Ça fait les affaires forcément de Nottingham Forest parce que les Triquetries sont toujours à la lutte pour leur maintien à 5 points d'avance devant Tottenham et donc devant cette zone rouge. Hugo, Nottingham Forest se déplace à Chelsea lundi à 16h. C'est un jour férié, t'as pas manqué de nous le rappeler, le premier lundi du mois de mai en Angleterre. C'est férié, donc on aura un match le lundi après-midi, donc à 16h. À Stamford Bridge. Alors Forest est en pleine bourre. Il y a eu ce match, donc cette victoire en demi-finale d'Europa League, mais pas que. Loin de là, c'est vraiment une dynamique globale. Ouais, 9 matchs sans défaite pour Nottingham Forest. C'est une des meilleures équipes d'Angleterre sur ces dernières semaines, voire sur ces derniers mois presque, on peut dire, depuis l'arrivée de Vitor Pereira. On l'aurait pas prédit ça, après le début de saison plutôt catastrophique, que ce soit sous surtout Nuno Espirito, Postecoglou. Sean Dyche, ça allait déjà mieux. Franchement, on voyait déjà des signes qui montraient que ça allait mieux, mais franchement, Vitor Pereira, j'ai pas envie de dire transformer cette équipe, parce que la saison dernière, elle marchait bien, sous Nuno Espirito Santo. Mais il a retrouvé l'âme de cette équipe, j'ai envie de dire. Et là, ouais, attention, elle devient dangereuse pour tout le monde parce que quiconque croise la route de Forest peut se faire piéger. On l'a vu Sunderland la semaine dernière. C'est fou. On annonçait presque la victoire de Sunderland à l'avance en disant ouais, ils sont pas mal pour l'Europe, ils ont Nottingham et Wolverhampton. Bah, ils ont perdu 5-0 à domicile. Donc, franchement, chapeau. Villa, tout le monde leur mettait déjà un pied et demi en finale. Résultat, ils ont perdu 1-0 à l'aller. Et franchement, il a fallu d'un sauvetage de Martinez pour que ce soit pas doublé. Donc attention à cette équipe de Nottingham qui peut faire des ravages sur cette fin de saison. Je l'ai dit pour Tottenham, je pense qu'il n'y a que West Ham qui est dans leur viseur. Au-delà de ça, en tout cas pour l'instant, faut même pas imaginer aller les chercher. Tant que il faudrait que Leeds et Nottingham enchaînent, je sais pas, 3 matchs sans victoire et que Tottenham gagne les 3, ce qui me semble quand même compliqué. Ouais. Ça me paraît assez improbable à l'heure actuelle. Donc ouais, grosse fin de saison, grosse sprint finale de Nottingham qui c'est quasiment sorti de la zone rouge et qui sera un gros danger pour Chelsea ce week-end. Attention parce qu'on a dit ça paraît improbable. Enfin, ils sont hors de la zone rouge, mais je veux dire là, en tout cas, ils ont pris l'avantage, quoi. Une belle option. Ils ont pris une belle option. Attention parce que oui, ça paraît improbable une nouvelle fois. Tout ce qui paraît improbable en première ligue, ça peut vite tourner. On le sait très bien. Comme Michael Jackson entraîneur. Ah waouh, ne me rappelle pas. Franchement, les réseaux sociaux sur Michael Jackson nommé entraîneur,
Voilà, c'est ça la magie des réseaux sociaux. Bon, je pense à ce monsieur qui s'appelle quand même Michael Jackson, qui va entraîner l'équipe de Première Ligue et qui en a pris quand même pour son grade. Mais bon, j'espère qu'il en a rigolé lui aussi. J'espère qu'il a un peu C'est pas la d'humour. première fois, à mon avis. Ouais, ça, au bout d'un moment, Non. ça doit être... voilà. Bon, en plus, pour Nottingham Forest, revenons à ce match quand même, pour Nottingham Forest, un avantage, c'est aussi que Chelsea à domicile, c'est loin d'être l'assurance tout risque cette saison. Et Valentin, voilà, comme l'expliquait Hugo, au vu aussi des calendriers des autres équipes, là ce serait presque la victoire décisive pour Forest pour le maintien avec ce qui arrive derrière. Ce serait presque, oui, ça sentirait bon, comme l'a dit Hugo, surtout que voilà, Leeds va être un petit peu la valeur étalon, non pas vraiment, mais va décider aussi un petit peu du sort de cette descente en Première Ligue en affrontant West Ham et en affrontant Tottenham lors de la dernière journée. Donc C'est l'inverse, voilà, mais Nottingham. c'est Leeds-Tottenham la Nottingham, prochaine journée et Leeds-West Ham... voilà, pardon, enfin j'ai c'est inversé. à Tottenham et à Leeds, West Ham. Voilà. Oui. C'est pas grave, Valentin, on t'en veut pas. Oui, bien sûr. Ouais, bon, voilà, l'idée y est. Après, c'est un petit peu brouillon, mais en tout cas, non, mais c'est vrai que, Nottingham, en tout cas, surtout, va pas donner de points. Je veux dire, voilà, s'ils perdent contre Chelsea, ben, ils donnent pas des points à des concurrents directs. Et ça, quand même, ça compte. Donc, honnêtement, oui, non, ça sentirait bon quand même parce que, alors, ils ont bien sûr la demi d'Europa League à jouer, la demi-finale retour sur la pelouse d'Aston Villa. Mais en tout cas, c'était l'objectif de Vitor Pereira de sauver Nottingham de la Championship. Et honnêtement, pour l'instant, c'est quand même très bien parti. Et on se retrouve quand même plutôt avec une lutte à deux là, pour la relégation. C'est vrai que même si, comme on l'a dit, Leeds va affronter à chaque fois West Ham et Tottenham, que ce soit Leeds ou Nottingham, il semble quand même un peu au-dessus du lot. Honnêtement, ça fait quand même de nombreux matchs qu'on le dit qu'au niveau du fond de jeu et aussi les résultats, ça suit. Donc les deux équipes quand même sortent un petit peu du lot et on se dirige quand même, ça va se jouer, on le sent, entre West Ham et Tottenham pour la relégation. Et bah honte aux vaincus et ouais, on verra entre les deux Surtout qui s'en sortira le mieux. Surtout que Leeds, même s'ils peuvent donner entre guillemets 3 points à West Ham et à Tottenham, joue Burnley à domicile ce soir. On a assez souvent parlé des soirées folles à Elland Road. Je vois mal un Burnley déjà les deux pieds dans la tombe aller embêter Leeds ce soir. Ouais, et en cas de victoire ce soir, Leeds, pareil, assurerait pratiquement son maintien. D'autant que, même comptablement, alors, cette saison de Première Ligue, comptablement, elle est là aussi, je vais réutiliser cet adjectif étrange, mais avec tout ce groupe-là au milieu ultra compact. Mais comptablement, quand vous êtes Leeds, que vous avez 40 points, et même Nottingham à 39 points, ça veut dire qu'à la fin de la saison, vous aurez plus d'un point par match, dans tous les cas. Tottenham actuellement un point par match et dans la zone rouge. Ouais, mais alors avec plus d'un point par match si vous êtes relégué, franchement, je ne sais pas depuis combien de temps c'est pas arrivé. On cherchera ça pour la prochaine émission, mais Bah, c'est peut-être la dernière descente de West Ham. Je sais qu'il était historiquement haute en 2003. ouais. C'est peut-être ça, il faudra vérifier, mais dans mes souvenirs, en tout cas, c'était une descente qui était particulièrement injuste pour West Ham parce qu'ils avaient beaucoup de points. Ouais, bah là, c'est pareil. Vous imaginez quand même que, voilà, avec un point par match, on l'avait dit au début de saison, Leeds était sur son rythme de un point par match, et on s'était dit, à un point par match, globalement, vous êtes sauvés. La preuve que pour l'instant, Tottenham a un point par match, 34 points, 34 journées, et dans la zone rouge. Mais bon, avec 39 et 40, j'espère quand même que vous êtes sauvés. En tout cas, ce serait cruel de prendre autant de points sur une saison de Première Ligue et de pas être sauvé. Mais maintenant, les calculs... Ils avaient en 2003, ils avaient 42 points, ils étaient relégués West Ham. Ouais, ce serait cruel que ça arrive encore. Et Ça veut dire que me Newcastle semble- pourrait encore être relégué. Et il me semble qu'on était déjà au format. Sur le format actuel en termes de nombre d'équipes en 2003. Ouais, bien On était sûr, déjà sur les 20 équipes. Ouais, Ouais. il y avait 20 équipes, Ouais, ouais, c'est déjà. ça. Ça veut dire que Newcastle n'est pas encore sauvé, messieurs. Attention à Newcastle. Non, on va en reparler dans quelques instants des Magpies, mais non, j'ai envie de dire tout est possible.
Et la saison a tellement été folle là-dessus qu'il n'y a plus de calcul à faire, mais bon, ça paraît encore improbable. Hugo, un joueur dont tu voulais nous parler aussi du côté de Nottingham Forest, parce qu'il a encore brillé, notamment en Europa League, même si ça aurait pu virer au cauchemar pour lui, c'est Elliot Anderson, qui est l'une des révélations, l'un des maîtres à jouer de Leeds cette saison, malgré son jeune âge. De Nottingham. De pardon, Nottingham, de Nottingham. ouais. Nottingham, ouais, non, Elliot Anderson, qui a déjà fait une grosse saison, qui n'était déjà pas étranger à la belle saison de Nottingham saison dernière, qui cette saison, je pense que le contraste est encore plus grand, parce que même quand Nottingham était en difficulté, lui, il l'était jamais vraiment. Il est devenu titulaire en équipe d'Angleterre, il est devenu l'homme de Thomas Tuchel dans le milieu de terrain, à côté de Declan Rice. D'ailleurs, on lui prédit un peu la même trajectoire en termes de finances, j'ai envie de dire. Ce sera une nouvelle fois un attaquant de première ligue du milieu du bas de tableau, qui sera peut-être champion d'Europe. On rappelle que Declan Rice a gagné la Conference League avec West Ham avant de partir, qui sera peut-être champion d'Europe à la fin de saison et qui va partir pour un billet d'entrée qu'on annonce déjà aux alentours des 100 millions. Un milieu, hein, pas Donc, un milieu. Hein, t'as dit un attaquant, mais un milieu. J'ai dit un attaquant, pardon, un milieu. Oui. Donc voilà, qu'on attend déjà aux alentours des 100 millions, donc ça veut dire quelque chose. Il était exceptionnel. En plus, j'ai l'impression qu'il se bonifie au cours de la saison. Enfin, depuis qu'en plus Nottingham joue bien, il est encore meilleur. Tu l'as dit, face à Aston Villa en Coupe d'Europe, il a eu chaud parce que franchement, ça aurait pu être rouge. Oui, il y a eu un gros contact. Ouais. Ah, ce contact après avoir glissé sur le ballon, mais où les crampons vont quand même s'essuyer à moitié sur le tibia et sur la cheville, c'est pas beau. C'était pas très beau à voir, mais en plus, il fait un gros match derrière. Donc oui, c'est l'homme en forme, c'est vraiment le patron de cette équipe. On a parlé de patron de l'attaque la semaine dernière avec Chris Wood, mais dans la salle des machines, j'ai envie de dire, dans cet entrejeu, c'est lui qui fait le lien entre tout le monde. C'est lui le liant de cette équipe et il s'est assuré qu'on ne le voit pas à Nottingham la saison prochaine, notamment Manchester City, pour l'instant, semble être les premiers sur le dossier pour aller toucher les sommets de l'Angleterre, en tout cas pour Elliot Anderson avec cette équipe de Man City. Et pour Nottingham, ça va quand même être un coup dur pour la saison prochaine, parce qu'on va pas en retrouver tout de suite un nouveau Elliot Anderson. Est-ce que c'est Nottingham qui joue... Enfin, est-ce que Elliot Anderson joue mieux parce que Nottingham joue mieux, ou est-ce que Nottingham joue mieux parce qu'Elliot Anderson joue encore mieux? Non, ce serait trop... C'est dur à dire parce qu'il a jamais vraiment... Il a jamais vraiment contre-performé cette saison. Ouais. Je l'ai trouvé bon tout au long de la saison. Donc je pense qu'on est plutôt sur il est toujours aussi bon qu'avant, mais comme ses coéquipiers sont devenus encore meilleurs, c'est fatalement mieux. Je viens de regarder là sur SofaScore depuis septembre, sa moyenne mensuelle de notes n'est pas passée sous les 7.1 sur 10. Donc ça veut quand même dire quelque chose quand vous êtes, surtout en première ligue, et avoir une constance pareille. Parce que sur le physique, il tient aussi. Je pense pas qu'il ait raté de match, ou très peu en tout cas cette saison. Donc l'une des pépites très convoitées de cet été, Elliot Anderson sur le marché des transferts anglais. Un petit point quand même sur Chelsea. 34 matchs cette saison. Donc il a joué tous les matchs et 90 minutes par match. Pas de remplacement. Bon, rien que ça. Donc là, alors, il a 23 ans et il exploite tout son potentiel physique. C'est bien aussi de voir des jeunes joueurs qui... faut pas le cramer évidemment, mais de voir des jeunes joueurs qui tiennent physiquement le choc dans cette dense ligue. Un petit point sur Chelsea, parce que Forest se déplace quand même à Stamford Bridge, c'est lundi à 16h donc. Valentin, t'avais un petit coup de gueule à passer. On a beaucoup parlé de Chelsea, parce que avec notamment le licenciement de Liam Rosenior, on en a déjà beaucoup parlé. Mais je voulais juste revenir sur une image que tu as vue cette semaine avec des joueurs de Chelsea qui n'étaient pas dans leur... j'ai envie de dire dans leur habitat naturel. Ce serait un peu une expression... voilà. Mais explique-nous. C'est vrai que les supporters de Chelsea vont croire que j'ai quelque chose contre eux parce que je tape quand même souvent, soit contre Rosenior. Là, quand Rosenior n'est plus là, je trouve quand même un moyen de parler de Chelsea d'une manière plutôt négative. Mais il se trouve que cette semaine, pour nos auditeurs qui aiment le tennis, il y a le Masters 1000 donc de Madrid. Je fais un petit coup de pub en même temps. Et il se trouve qu'il y avait 3 joueurs de Chelsea qui étaient confortablement assis dans les tribunes. Donc il y avait Enzo Fernandez, Cucurella et Joao Pedro. Donc à Madrid en Espagne, c'est vrai que donc. Oui, Madrid en Espagne. Oui, je connais
pas d'autres Madrid, pour être honnête. Mais non, mais c'est pas en Angleterre, effectivement. quoi. Ouais. C'est pas en Angleterre. Oui, ils étaient assez loin, en tout cas, de Stamford Bridge en termes de kilomètres, effectivement. Et bon, alors, soi-disant, ils auraient l'autorisation de la part de Chelsea d'aller donc à Madrid et de profiter de la vie. Ils ont bien raison si ils ont eu l'autorisation. Néanmoins, je trouve que ça veut quand même dire beaucoup de l'état d'esprit de cette équipe, de l'état d'esprit de ces joueurs qui connaissent une fin de saison quand même presque catastrophique. On n'en est pas loin parce qu'ils sont en train quand même de perdre tous leurs objectifs un à un. Il en reste un à jouer, c'est cette finale de Cup contre Manchester City. Et pourtant, on voit que les joueurs vaguent ici et là. Et c'est pas positif en fait, parce que s'ils veulent bien finir la saison, c'est l'occasion, ces moments un petit peu de creux, d'aller de se resserrer, de faire des liens entre les joueurs, de travailler, parce que je pense qu'il y a du travail quand même. Les joueurs aussi doivent se remettre en question. Il n'y a pas que Rosenior qui est à blâmer. Et de les voir à Madrid à ce moment-là de la saison, c'est quand même en plein milieu de 2 journées de Première Ligue. Moi ça me paraît lunaire, quoi. Des fois on commentait beaucoup en France le cas Mbappé qui, quand il était blessé, allait à Stockholm mais là j'ai envie de dire je sais pas où je vais avec cette comparaison. Non, mais bien sûr. Mais si, elle est bien. Est-ce que le problème n'est pas aussi que Chelsea autorise justement ces joueurs à... Ouais, mais est-ce que McFarlane aujourd'hui, on sait que c'est un coach intérimaire pour les 4 derniers matchs de la saison, est-ce qu'il a le statut de dire non? Mais peu importe, le board. Je veux dire, vous êtes le board de Chelsea. C'est pas forcément à lui de dire non, c'est plutôt au board de Chelsea dire non, vous allez pas en vacances à Madrid regarder du tennis, et puis je pense qu'ils ont pas regardé du tennis, j'imagine. Donc qu'est-ce que tu insinues par là? Tu as des infos, Valentin? Non, j'ai pas d'autres infos. Et je veux pas insinuer des choses, horribles. Mais bon, ils ont dû profiter de la vie, j'imagine. Qu'ils vont pas à Madrid. Non, mais ils ont le droit de profiter sans que ce soit horrible, quand même. Non, je suis d'accord avec toi sur le contexte, parce qu'il y a quand même un gros... il y a un gros problème de... on a l'impression que Chelsea est déjà en Ligue des Champions, n'a plus rien à jouer, ou alors au milieu de tableau, et hop, il y a plus d'objectifs. C'est assez étrange, Ouais, c'est ça. Moi, ça donne l'impression qu'ils sont en vacances, alors qu'il y a quand même une fin de saison à sauver et beaucoup de points à travailler. Ouais, mais bon. C'était le coup de gueule de Valentin du jour. Et t'as bien fait de le souligner, parce que ça en dit effectivement long de cette équipe de Chelsea qu'on voyait si haut à un moment cette saison, et qui se retrouve embarquée dans la course à l'Europe avec toutes ces équipes autour des... ils ont 48 points, les Blues. Pour l'instant, ils sont pas européens. Ils sont à 1 point derrière Bournemouth 7ème, 2 points derrière Brighton 6ème, et alors 10 points derrière Aston Villa en Ligue des Champions, dans le top 5, donc ça... c'est assez catastrophique cette fin de saison. En plus, ça va pas calmer les rumeurs autour de Fernandez à Madrid. Bon alors ça, Joao Pedro il va partir avec, regarde. Et Cucurella il va revenir en Espagne. Et Cucurella, espagnol, donc... Ouais, c'est... Bon, ça va encore être agité du côté de Chelsea. C'est quand même... il s'est quand même passé beaucoup de choses dans les institutions de la Première Ligue cette saison, entre Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea. Waouh, il y en a qui s'en sont mieux sortis que d'autres au final. Et... Bon, attention à Chelsea de ne pas tout perdre quand même au fur et à mesure. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, messieurs, mais la suspension de Mikhailo Mudryk, l'Ukrainien qui est arrivé pour 80 millions d'euros, qui a été confirmé à 4 ans par... mais il lui restera un autre contrat, donc ça la va. fédération anglaise. Non mais ouais, alors il est quand même suspendu 4 ans, et on va voir après ce qu'il advient pour... ça peut causer une rupture de contrat. Enfin, je pense qu'une suspension pour dopage 4 ans, étant donné que c'est plus c'était avec l'équipe ukrainienne, il me semble qu'il avait été contrôlé. J'ai un doute là-dessus, mais c'était par rapport à un passage en sélection, ouais. Voilà, donc je pense vraiment que ça peut causer une rupture de contrat. Et en tout cas, je douterais que Chelsea continue à payer Mikhailo Mudryk pendant les 5 prochaines années de contrat qui lui restent. Voilà, il avait été testé positif. Il va devoir de nouveau prendre des courses Uber pour vivre. Arrêtez avec ces fausses rumeurs. Il avait été testé positif au meldonium et donc avait été suspendu à titre provisoire. Et donc la fédération anglaise a validé ses 4 ans de suspension. Il a fait appel, Mikhailo Mudryk, et donc on suivra évidemment ce feuilleton
en attendant de voir si Chelsea rompt le contrat de son attaquant ukrainien en fonction de ce qui est possible de faire. Voilà pour les Blues. Passons quand même au dernier match de cette preview. Tiens, on a parlé de Chelsea qui s'est pris une rouste face à Brighton en championnat 3-0. Eh bien, allons voir les Seagulls. Malheureusement pour vous, messieurs, j'ai oublié de mettre le son Je voulais charger le son d'Eric Cantona When the Seagulls et j'ai oublié de le mettre. Eh oui, je suis désolé. Voilà, j'ai oublié de mettre... Ouais, c'est terrible, Antoine. Pour Franchement, l'anecdote, j'ai travaillé pour rien, c'est moi qui ai téléchargé le son. Oh là là, il a travaillé pour rien. Non mais regardez-le, ça y est. C'est vraiment dommage. Il est allé télécharger illégalement un son et en plus il s'en vante quoi. Ah non, pas illégalement, pardon. Je l'ai acheté, 14 €. Bon, Newcastle-Brighton, c'est le match de samedi 16h. Un des matchs de samedi 16h. Avec notamment cette équipe de Brighton, non seulement qui est sur une très bonne dynamique, et on ne les avait franchement pas vus venir à ce niveau-là, soyons honnêtes, mais en plus, la fin de saison est franchement plus que jouable, et ça sent quand même bon pour les places européennes, Hugo. Ouais, ça sent très bon. Déjà, c'est eux qui ont l'avantage. C'est eux qui sont actuellement sur le siège d'Européens, qui sont assis sur cette dernière place et qui vont pouvoir profiter parce que cette fin de saison, on analysait, on cherchait un peu cette équipe qui avait entre guillemets une fin de saison facile. On sait qu'aucun match de Première Ligue n'est facile, mais c'est peut-être Brighton qui a le gros lot. Donc à ce match face à Newcastle ce week-end, on va en parler juste après, mais Newcastle qui franchement n'est plus le danger qu'ils étaient la saison dernière. Oh là là. Il y aura un match face à Wolverhampton, un match à Leeds et puis une dernière journée face à Man U à domicile. Franchement, c'est jouable pour Brighton. Alors j'ai l'impression d'avoir dit ça pour 14 équipes cette saison, mais Au moins, je veux dire, les 9 premiers points sont prenables. Je veux dire, si Brighton prend 9 points sur les 3 matchs qui arrivent, sans compter Man United, c'est pas, ça paraît logique, entre guillemets, même s'il n'y a pas de logique. oui, et puis même la dernière journée, c'est à Brighton, c'est pas Old Trafford, donc Man U sera déjà sûrement assuré déjà quasiment assuré de l'Europe, donc de la Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'ils iront jouer cette dernière journée vraiment à fond, sachant que c'est pas forcément devant leur public. Enfin, je veux dire, ils auront peut-être pas la même envie que Brighton s'il y a la carotte au bout. Donc franchement, c'est jouable pour les Seagulls. Et scénario assez fou parce qu'en fait, on les a pas vus de la saison. À aucun moment jusqu'à cette semaine, je me suis dit c'est Brighton qui va aller chercher ce dernier ticket européen. Mais c'est eux qui tiennent la corde là tout de suite et en plus ils ont bien les deux mains sur la corde là parce que comme on disait les 4 matchs qui suivent ils sont largement à leur portée. Donc ouais, ce serait une belle surprise, je trouve, parce que comme je disais, on les a pas vus venir, alors que j'avais plutôt encensé leur mercato cet été, que je trouvais très bon. Je pense que ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais là ils sont en pleine bourre, ils sont en pleine bourre et ils vont terminer cette saison boulet de canon. En tout cas, moi je le pense. Là ils sont sur leur bilan, sur les 5 derniers matchs, ils sont sur 4 victoires, 1 nul, donc franchement, ils en ont les capacités. Ouais, et une équipe qui se base principalement sur sa force collective, Valentin, avec pas de grosse individualité qui sort du lot, mine de rien. C'est vrai que c'est une équipe où, bon, si on vous demande un joueur à sortir du lot, il y en a Maxime quelques-uns, mais Pepper. c'est... Oh là là, bah forcément. Mais Ah, forcément. on sent qu'il n'est pas tout à fait objectif quand même. Mais non, ce qui ressort de cette équipe, c'est quand même un collectif plus que des individualités, tu as raison. À l'image, j'ai envie de dire, d'un James Milner hein, qui fait partie des cadres et des joueurs, en tout cas les plus expérimentés de cette équipe, mais comme il l'était à Liverpool, j'ai envie de dire, c'est pas un joueur qui éblouissait et qui sortait du lot, mais il est là, il fait le boulot, il est toujours, il est toujours très constant. C'est une force. Enfin, il fait le travail, quoi. J'ai envie de dire, et c'est un peu à l'image de cette équipe qui lâche rien, qui est bien organisée, qui a beaucoup d'automatisme. C'est vrai que si on regarde, le joueur le plus évalué, on va dire, de tout cet effectif, c'est Carlos Baleba au milieu de terrain, qui est évalué à 55 millions d'euros. Sur Transfermarkt, mais en tout cas. Qui a moins joué cette saison, hein, qui a quand même été moins c'est- mis en valeur cette saison. Sachant qu'il y a eu la canne au milieu quand même, donc c'est non négligeable. Ouais. Et donc,
en plus de Carlos Baleba il y a quand même celui dont tu voulais nous parler, Hugo, Danny Welbeck, l'increvable Danny Welbeck. Ouais, l'increvable, c'est un peu comme tu dis, on a l'impression que chaque année c'est la dernière, il nous en remet une. Après, il a quand même entre guillemets que 35 ans, c'est un peu En première ligue. En première ligue, mais il est arrivé très jeune, c'est surtout ça que je veux dire. Ça fait partie de ces joueurs qui explosent jeunes et du coup, parfois on oublie qu'ils le sont encore alors que on les prend déjà pour des vieux à 25 ans. Euh, c'est un peu le problème. Donc là, ça fait 10 ans qu'on se dit que Danny Welbeck est sur la fin alors que pas du tout. Il a encore les jambes. Et là, oui, c'est le meilleur buteur de cette équipe, mais comme disait Valentin, c'est surtout un collectif, hein. Je pense qu'il a 5 buts cette saison, en tout cas en première ligue, ce qui est pas astronomique comme somme de buts. Mais il pèse sur les attaques, il est toujours, il impose son physique. Il 13 buts, est quand toutes même compétitions confondues, quand même. Oui, toute compétition confondue, il est sur un total un peu plus élevé. Mais il est quand même réussi à revenir dans la discussion pour l'équipe d'Angleterre cet été à la Coupe du Monde. On sait qu'il y a toujours. C'est la grande question en Angleterre, c'est qui est le remplaçant d'Harry Kane. On a réentendu le nom de Danny Welbeck apparaître, donc c'est quand même assez fou. Et c'est un peu symptomatique de cette équipe. Valentin parlait de James Milner, l'infatigable James Milner, qui a battu le record d'apparition en Première Ligue et qui, s'il fait encore une saison, sera sûrement à nouveau le vainqueur du test physique de début de saison dans son club. Donc c'est quand même assez fou la longévité qu'ils arrivent à trouver, ces deux joueurs. Et ouais, ça montre qu'aussi, est-ce qu'il y a une bonne gestion des joueurs aussi, peut-être à Brighton. J'ai pas eu la sensation qu'il y ait de gros problèmes de blessures cette saison. Même si, quand je disais qu'ils sortent un peu de nulle part, j'ai vérifié du 20 décembre au 14 février, il y a eu une seule victoire. Donc c'est quand même assez fou de les retrouver là maintenant. Effectivement, ouais, c'est une série qui s'est complètement inversée. Ça fait que pour ce match contre Newcastle, alors ça a été à ma grande surprise, mais visiblement Newcastle est favori selon le calculateur d'Opta à 40%. Alors, bon, vous savez ce que je pense des calculateurs, je sais pas comment on peut prédire un match de foot, d'autant vu les séries, et d'autant que la stat est assez folle quand même, c'est que Newcastle n'a remporté que 2 de ses 17 derniers matchs de Première Ligue contre Brighton. Ça a été 7 victoires pour Brighton, 8 nuls et 2 victoires de Newcastle. Donc même si ça se joue à St James Park et que Newcastle est meilleur à domicile, il y aura fort à faire. D'autant que Valentin, on pensait cette saison que les Magpies allaient finir fort, hein. J'en avais notamment parlé dans mes pronos en pensant qu'ils allaient accrocher un spot européen. Encore le nez fin. Mais en fait, toute la saison, on a dit, bon, Newcastle va se mettre en route et ils sont jamais mis en route, Valentin. Non, ils se sont jamais mis en route, c'est vrai. C'est une déception quand même. On peut d'ores et déjà le dire, hein, de cette saison en Première Ligue, parce que c'est un effectif et un club même, voilà, au-delà dans la gestion du club, dans la puissance financière aussi qu'a les dirigeants. Honnêtement, c'est pas normal de les retrouver si bas en Première Ligue. Donc franchement, ouais, c'est une déception. Après, ils ont quand même pas mal, enfin, des blessés. Là, Anthony Gordon en ce moment qui est blessé. Il y avait Bruno Guimaraes qui était blessé il y a quelques matchs, qui là au final est revenu. Mais après, voilà, Newcastle doit pas se cacher derrière ses blessures parce qu'ils ont de quoi faire dans leur effectif. Ils ont une profondeur d'effectif qui est suffisante pour pallier ces blessures, même si honnêtement, bon, c'est des cadres, hein, que ce soit Guimaraes ou Anthony Gordon. Donc oui, honnêtement, c'est très décevant pour Newcastle. Honnêtement, ce club doit jouer la Ligue des Champions, en fait. Tous les ans, ça doit être un prétendant à la Ligue des Champions. D'autant avec l'arrivée des Et bah, investisseurs, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, c'est ça. ils ont les propriétaires les plus riches de Première Ligue, faut quand même le rappeler. Enfin, techniquement, c'est eux la plus grosse Et puissance financière du championnat. oui, oui, oui. Après, bon, dans les faits, c'est pas eux qui dépensent le plus, on va dire, sur les mercatos. Mais en plus, voilà, sur les premières années, c'est vrai qu'ils avaient quand même fait des dépenses, j'ai trouvé plutôt intelligentes. Et bah là, depuis
quelques temps. Alors, c'est pas que les dépenses sont pas intelligentes, mais je sais pas, le système, en tout cas, peut-être s'essouffle un peu. Voilà. Alors, peut-être qu'on dit ça et du coup, les dirigeants vont mettre la main à la poche cet été. Ils vont nous faire un mercato XXL en dépensant près d'un million, comme certaines autres écuries de Première Ligue. 1 milliard, pardon. Ah Je ouais, suis pas à la bonne échelle. 1 million, t'es gentil. Peut-être dans la première division amateur d'Angleterre, ça. 1 million, ouais, 1 million, c'est on trouve un nouveau speaker peut-être, mais pas un nouveau joueur. Une nouvelle mascotte. Respecte les speakers. Une nouvelle mascotte, ouais. Non, mais en tout cas, voilà, pour conclure sur Newcastle, c'est vrai que tu blaguais en disant ils n'ont pas le maintien qui est assuré. Bon, aussi, mais c'est vrai que 42 points et franchement, c'est compliqué pour eux. On sent qu'ils ont manqué le coche aussi, qu'ils avaient quand même plusieurs matchs où ils avaient l'occasion de se relancer. On se dit, sur ce match-là, s'ils le gagnent, ils peuvent enclencher une dynamique. Ils l'ont jamais fait et au final, ils se retrouvent au beau milieu de ce classement à rien jouer, tout simplement. Mais ouais. Je suis très déçu, honnêtement, de la saison de Newcastle. Juste une petite stat sur Welbeck, tiens, parce qu'on a parlé de Welbeck. Il est à 13 buts en première ligue, Danny Welbeck, cette saison. 14 buts, toutes compétitions confondues. Oui, j'ai confondu, je m'excuse. C'est quand même. Je me suis bien dit 5 buts, ça me paraissait peu. Non, 13 buts en première ligue cette saison, Danny Welbeck. Et bon, c'est quand même longévité XXL, même si tu vas me dire, il a que 35 ans. En tout cas, c'est. Ouais, mais il a commencé jeune, donc ça compte dans la longévité. C'est vrai. Pas regarder à quel âge il était passé pro, mais à mon avis, du côté de Manchester United, il avait vite pris de l'importance. Effectivement. Et je me permets juste pour conclure Newcastle, il reste quand même sur 4 défaites de suite en Première Ligue. On pensait donc, que c'est depuis leur défaite face à Barcelone en Ligue des Champions, depuis la tête n'y est plus depuis le 7-2, alors qu'ils ont réalisé quand même 3 mi-temps qui étaient plutôt intéressantes. Ils avaient tenu tête au Barça, mais là, depuis, c'est très très compliqué. Défaite face à Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth et Arsenal. Donc, c'est un petit peu la chute libre. Premier match professionnel de Danny Welbeck, novembre 2008. Novembre 2008, ça va faire ça 18 ne nous ans. rajeunit pas. Ça va faire 18 ans, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être majeurs là, qui n'ont pas vu le premier match de Danny Welbeck. Qui ont vu toute la carrière de Danny Welbeck. C'est fou. Ils ont toujours vu Danny Welbeck. Ils ont allumé la télé, ils voyaient Danny Welbeck. Mais c'est fou. Mais attendez, c'est exceptionnel. Danny Welbeck, en plus en première ligue. Enfin, je veux dire, lui pour le coup, il a pas triché du tout. Alors après, c'est pas tricher que de partir, mais cette longévité dans le meilleur championnat du monde, c'est assez exceptionnel. Là, il est marqué dès sa première d'ailleurs contre Sunderland. Voilà. Eh bien, merci pour d'avoir été complet, Hugo. La suite de ces matchs, donc, Hugo vous l'a dit tout à l'heure, Leeds-Burnley déjà dès ce soir, vendredi. Leeds qui doit assurer quasiment son maintien. Brentford-West Ham ensuite samedi, Newcastle-Brighton, donc Wolverhampton-Sunderland et Arsenal-Fulham. On n'en a pas parlé, on se les gardé pour le débrief, messieurs, mais ça aussi ce sera important, évidemment, dans la course au titre. Dimanche, on aura le droit à un Bournemouth Crystal Palace, en plus de Man United, Liverpool et d'Aston Villa Tottenham. Et donc lundi, en plus de ce Chelsea Nottingham Forest, Everton Manchester City à 21h. Mes détracteurs du lundi sont servis. Ils ont droit à une belle affiche du lundi soir. Voilà, j'espère que vous serez devant votre poste de télévision, messieurs. Bien sûr. Bien évidemment. Voilà pour la preview de cette 35e journée de Première Ligue. Je vous souhaite, Valentin, Hugo et à tous nos auditeurs, un bon week-end de foot anglais. On se retrouve à la fin de ce week-end dès mardi pour débriefer tout ça. Et puis, bon week-end, profitez bien. Bonne Première Ligue. Salut à tous. Ciao, ciao. Salut, ciao.